Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, l'épisode numéro 94. Nous sommes le 13 octobre 2023 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux, tels que la grande et néanmoins influenceuse Laetitia Avro. Bonjour Laetitia. Bonjour, Qui es-tu ? je suis Laetitia Avro, comme tu l'as déjà dit, et je suis Field CTO chez EDB, ce qui veut dire que je fais toute la partie intéressante du travail de CTO sans faire toute la partie pas intéressante du travail de CTO. Merci de me rappeler mon quotidien. Et nous sommes également en compagnie de Mathieu Napoli. Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment vas-tu et qui Très es-tu ? bien, merci. Alors moi je m'appelle Mathieu, je travaille sur un projet open source qui s'appelle Bref et qui permet de faire du PHP en serverless. Et on va en parler un peu plus tout à l'heure. Nous sommes également en compagnie du plus fidèle des animateurs. Bonjour David. Qui es-tu ? Bonjour, je suis David Legrand, je m'occupe de plein de choses drôles chez Clevercloud, mais pas des boulots ingrats de CTO non plus. Je fais du hardware et d'autres choses chez Clevercloud. Et moi-même, Steven Leroux, CTO chez Clever Cloud, et donc je m'occupe des équipes d'ingénierie du produit, et également de tout ce qui est beaucoup plus ingrat que ce que fait Laetitia. Et pour commencer cette actualité, eh bien, nous sommes en ce moment même au PHP Forum, dans lequel nous allons évoquer ensemble quelques-unes des conférences sur lesquelles on a des choses à vous partager, à vous remonter. Et sans plus attendre, la petite news clever du moment, David. Oui, alors justement, on est au forum PHP cette semaine, et en amont, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire comme démo pour montrer aux gens que c'est facile de déployer du PHP sur Clever. Donc du coup, j'ai pris un projet que j'avais trouvé, parce qu'il y a un développeur qui fait des vidéos YouTube qui est assez intéressant, qui a fait un chat GPT en PHP. Il s'est amusé à refaire l'interface de manière assez fidèle en plus de chat GPT, et en fait elle est open source, donc du coup je fais un petit tuto sur le blog de Clever sur comment déployer ça sur Clever en quelques minutes. Vous faites un git clone, vous mettez un fichier de config et vous faites un push Clever deploy, et c'est chez nous. Alors ça utilise les sessions PHP par défaut, mais on peut stocker aussi les conversations dans SQLite ou dans MySQL. Désolé Laetitia, mais effectivement, vous avez un petit chat GPT. Alors, il faut avoir une clé OpenAI pour que ça fonctionne. Ça doit pouvoir fonctionner avec d'autres modèles qui sont compatibles avec l'API d'OpenAI aussi. Je pense qu'il faut essayer avec Mistral ou d'autres choses qui sont hébergées chez Hugging-Face. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet de faire du chat GPT chez vous, comme ça, avec votre interface, parce que pourquoi pas. Voilà. Mathieu et Laetitia, vous utilisez un peu d'IA de votre côté ? Alors, comme le projet PostgreSQL est très vieux, ça arrive lentement, mais comme aussi le projet PostgreSQL est extensible, on a une extension qui s'appelle PG Vector qui permet de gérer les vecteurs dans Postgres, et notamment un de mes amis, Francesco Tissio de chez Ivan, a lancé le Chihuahua Challenge. Donc le Chihuahua Challenge, c'est une base avec énormément d'images de Chihuahua et d'images de muffins, et le but c'est d'entraîner une IA à reconnaître un chihuahua d'un muffin, parce que parfois c'est pas évident, surtout s'il y a que 3 pépites de chocolat sur le muffin, parce que ça fait les yeux et le nez. Et du coup, l'idée, c'est d'utiliser Postgres et pgvector pour entraîner l'IA à reconnaître un chihuahua d'un muffin. Et du coup, c'est un challenge que tout le monde peut tenter. C'est pas très très compliqué, et ça permet d'utiliser pgvector avec notamment ses indexations HSNW. Moi, je veux bien la liste des photos de Chihuahua qui ressemblent à des muffins. Ah, mais en plus, ouais, même pour un humain, c'est pas forcément facile de reconnaître si c'est un chihuahua ou un muffin. Il y a des photos qui sont vraiment ambiguës. Et comme on disait tout à l'heure, il faudrait faire dog or dog, tu vois, aussi. Des chiens qui ressemblent à des saucisses. Ouais, les chiens saucisses avec tu sais, la petite veste qui ressemblerait à du pain. J'aimerais mettre des captures tout à l'heure, comme ça. Le but étant de les piéger, tu vois. On a oublié de vous dire, on est dans la bagagerie du PHP Forum, et donc du coup, des gens viennent chercher leur bagage pendant le podcast. Voilà. Ils sont eux-mêmes surpris de ce qui se passe. Par contre, Laetitia, tout à l'heure, tu parlais de vieux élan et tu regardais Steven. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a un Je message parlais de vieux quoi ? de vieux élan et tu regardais Steven. Il y avait un message ou pas ?
Non, non. De toute façon, moi j'ai 25 ans, donc c'est pas un problème pour moi. Mais en fait, quand je dis vieux projet pour PostgreSQL, dans l'informatique, c'est même extrêmement vieux projet parce qu'on a déjà des contributeurs qui partent à la retraite et on a le début du projet, c'est 1986. Donc, je pense que tu n'étais pas né, David. Au début, Alors, je croyais que tu allais parler de maturité, non, t'as pas encore l'âge de la maturité. non, mais je me permets de dire ça parce que Staven et moi, on est de la même année, on est de 82, donc on est plus vieux que PG. Ouais, vous êtes encore plus vieux que PG. Mais PG prend sa source dans Ingress dans les années 70. Ouais. Comme je dis sur Git ou le Bitcoin, tu viens des arbres de Merkle et ça date des années 70 aussi. Toute l'informatique moderne a été inventée dans les années 70 par des universitaires, à la fin. Tu as parlé de Vector Search, ça vaut peut-être le coup de préciser pour ceux qui ne savent pas dans nos auditeurs que le Vector Search est un des patterns de search utilisés justement dans la recherche de similarité et qui est très utilisé dans le domaine de l'IA justement et ce qui devient une catégorie de database en soi, et au final on perçoit que tu vois, PG peut également Postgres peut tout faire. Postgres peut tout faire de toute façon. Moi, j'ai foi en Postgres et de toute façon, vous savez très bien ce qui se passe quand quelqu'un dit du mal de Postgres devant moi. Donc, Et d'ailleurs, la version 16 de Postgres est sortie il n'y a pas longtemps. Oui, version 16. Postgres. De Postgres. On dit PG quand on n'est pas sûr. Tu dis PG. Est-ce que je dis pourquoi on dit pas Postgres? Grey en anglais, c'est une connotation extrêmement négative et j'ai un mnémonique pour les gens qui ont du mal à le comprendre, c'est 50 nuances de grey, SM, grey. Donc voilà, on ne dit pas Postgres, on dit Postgres. Pour les Français, il y a un moyen très simple de s'en souvenir, c'est on dit PostgreSQL, mais le Q et le L sont muets et les Français ont l'habitude des lettres muettes. Donc pas d'excuses. Voilà. Du coup, Mathieu, tu utilises Postgres? Bien, pas encore assez. Pas encore assez. Justement, ces derniers temps, je regarde du côté des storage de vecteurs en question pour les cas d'utilisation avec des cas d'IA. Et là, ce que je regarde en ce moment, c'est justement Maxime qui présente ça au forum PHP aujourd'hui. Un projet qui s'appelle Elephant. Non. Si, Elephant avec 2 L, qui permet d'utiliser de OpenAI et d'autres agents d'IA avec PHP. Et surtout, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est d'aller au-delà de juste interagir avec l'API, mais aussi d'intégrer les données qu'on pourrait avoir dans notre métier à la base de connaissances et donc potentiellement interroger sa base de données ou interroger des documents PDF qu'on aura en interne, ou ce genre de choses-là. Et bien sûr, pour faire ça, il faut indexer toutes les données dans un stockage un vector store. Donc, cas d'utilisation très intéressant. Très bien, très bien. Et pour continuer sur Postgres, je vous propose d'attaquer la news suivante qui est PGBM25. sous ce nom de code, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une contribution qui vient d'arriver dans PG et qui amène du full text search indexing basé sur Tantivy. Tantivy développé par nos amis de chez QuickWit notamment. On leur fait un gros bonjour. Et donc Tantivy, qui est donc un moteur d'indexation alternatif à Lucene, et écrit full Rust, et du coup qui permet de faire effectivement du full text search indexing, mais de manière très performante. Alors, Lucene est également performant, mais Tantivy l'est d'autant plus, et du coup c'est un truc qui vient d'arriver dans Postgres. Alors c'est une extension, c'est pas dans Postgres en natif. Pardon, c'est une extension. Et puis moi je milite pour qu'on teste d'abord Postgres et les capacités de Postgres avant d'avoir recours à une extension, parce qu'on sait que les 2 règles de base de l'optimisation, c'est si vous n'êtes pas un expert, le faites pas, et si vous êtes un expert, ne le faites pas tout de suite. Et on reviendra peut-être un peu après sur la conférence que tu as donnée d'ailleurs ce matin sur les index, donc quelque part écoutez Laetitia. Est-ce qu'on parlerait pas d'un petit appel d'offres qu'il y a eu récemment là? J'ai l'impression qu'il y en a qui veulent évoquer le sujet.
Qui veut? Laetitia, peut-être? Bah, ça va être encore moi, ouais. Vas-y. L'Éducation nationale a décidé de faire un appel d'offres pour de la fourniture de licences Oracle avec réalisation de prestations de services autour d'Oracle. Il faut savoir que normalement, dans les ministères depuis 2005, ils ont comme consigne d'utiliser un maximum d'outils open source. Clairement, ça sent vraiment normalement, c'est un appel d'offres, c'est censé être ouvert à tout le monde, sauf que là, ils le ferment uniquement à Oracle. C'est Oracle ou solution Oui, similaire. Oracle ou équivalent, oui. C'est-à-dire, si tu fais du truc et que ça s'appelle Oracle, ça peut rentrer. Mais Voilà, tu fais quand même de la fourniture de licence Oracle. oui, C'est-à-dire voilà, similaire avec fourniture la de licence licence Oracle. Donc, si tu es un sous-traitant d'Oracle et que tu veux revendre des licences Oracle, tu as le droit aussi de contribuer à l'appel d'offres. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que faut savoir que Oracle c'est un marché concurrentiel à la base de Oracle parce que Microsoft en propose aussi. Ce qui est assez drôle, c'est que Microsoft gagne encore quelque chose au ministère de l'Éducation nationale pour fournir du Oracle. Moi, je trouvais ça roquignolesque. Mais voilà. Mais j'aimais bien. Oui, je pense qu'on est dans une stratégie de support à la souveraineté et au support des entreprises locales, n'est-ce pas? Et puis surtout, quand on voit les prix des licences Oracle, c'est un gaspillage d'argent public, mais qui paye plus des profs, qu'ils embauchent plus des surveillants, des ATSEM, mais qui payent pas des licences Oracle, quoi. Enfin, clairement. Non, mais de toute façon, ça sent l'appel d'offres pour répondre à un besoin de j'adapte ma legacy et j'ai rien fait pendant 20 piges, donc du coup, je suis dans la merde. Mais enfin, c'est quand même, enfin, quand tu vois les problématiques qu'il y a autour du cloud de confiance ces dernières années, où on a quand même eu Cédrico qui nous a expliqué que bon, de toute façon, les Américains étaient meilleurs, arrêtez de nous faire chier. Enfin, il y a eu quand même depuis des bons mouvements qui ont été faits, comme tu l'as dit, le mouvement sur l'open source qui a été poussé à travers les différents secrétaires d'État avant Cédrico, qui était assez compétent à l'époque, avait quand même permis de faire des avancées assez intéressantes sur le sujet. Et là, tu te retrouves encore avec ce genre de choses en 2023, surtout que moi, je viens d'un média où on a expliqué pendant des années que les contrats open bar, fallait peut-être arrêter ces conneries. Et voilà. Et j'ai du mal à comprendre. Mais surtout, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est le peu de réactions que ça suscite ici ou là, ou même au ministère. Alors peut-être que en arrière-garde, il y a des choses qui bougent. C'est probablement une situation héritée qui est souvent ce que tu veux pas, une base Oracle. Tu achètes une solution qui vient avec sa DB et qui est codée sur la DB. Et en éditeur soft, machin. Et Oracle, en fait, à un moment donné, ils sont allés draguer ces éditeurs-là avec, tu vois, ils ont nourri le marché. Et aujourd'hui, tu dois avoir un parc installé, effectivement, à l'éducation nationale, pour lequel ils n'ont pas le choix, parce que les applications sont codées Oracle. Mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils ne se sont pas dit comment on sort de ce merdier, quoi. Ou alors. Non, bon. C'est du pilotage, hein, n'est-ce pas? On est plutôt bon en pilotage en France, n'est-ce pas? Bon, il est temps qu'on arrête 14 centrales. Ah non, finalement, il nous en faut 14 autres, pardon. C'était une parenthèse présidentielle. Donc voilà, c'est un peu décourageant. C'est encore une fois, tu te dis, le process, tu vois, en plus il y a quelque part le côté process du public qui s'oblige à faire de l'appel d'offres pour un truc où derrière, le marché, sans déconner, sur Oracle, si tu veux que t'appelles des offres là. Donc bon. Je sais pas comment on va faire la transition là. Je pense qu'on va dire. Vas-y, on va y arriver. Hein, est-ce que tu veux que je parle de V pour faire la transition? Je peux. Est-ce que tu sais que V a Ah oui, t'as pas fait ton placement produit du jour. Est-ce que tu sais que V avait un client PG natif si ce langage est extraordinaire? Voilà. Du V. Voilà. J'ai droit à 3 placements par podcast, sinon je viens pas. Du coup, je vais faire un placement aussi. Le meilleur client Postgres, c'est PSQL. Cherchez pas ailleurs. Ouais. On peut le refaire en V si tu veux. On peut le OS exec PSQL des familles, tout code machin, tu vois. Donc vous avez peut-être vu qu'il y a eu des attaques HTTP récemment, notamment sur HTTP 2.
Et en fait, il y a une attaque qui est assez intéressante parce que elle n'est pas spécialement due à un défaut d'implémentation, mais plutôt un défaut de spécification. Et donc l'attaque qui s'appelle Rapid Reset sur HTTP2 est allée exploiter les mécanismes définis par la spécification. Ce qui fait que de facto, ça a touché quand même une bonne partie du marché et des infrastructures HTTP2. Donc il y a un très bon blog post de Cloudflare sur le sujet, comme d'habitude. Merci Cloudflare, et sur lequel ils décrivent un peu tout ça. En somme, comment ça fonctionne donc pour ceux qui ne savent pas, sur HTTP1, l'idée pour multiplexer les connexions, c'était de multiplier les connexions TCP. Et par exemple, si vous êtes sur une page et que vous allez à la page 2, si la page 1 n'a pas terminé, en fait, ce que faisait le navigateur, c'est qu'il tuait la première connexion TCP, il ouvrait une deuxième pour la deuxième page, etc., etc. C'était pas très bien, c'était pas optimal, mais c'était fait comme ça. Et puis c'est un héritage aussi de HTTP. Et pour HTTP2, puisqu'il y a une capacité à multiplexer dans le flux, eh bien, on a du coup c'est une notion de stream qui permet en fait du coup d'avoir du multiplexage, mais d'identifier les différents streams avec ce qu'on appelle des stream ID. Et du coup, voilà, le truc se fait comme ça. Et par contre, la gestion des connexions se fait dans une machine à état qui permet de passer de la connexion ouverte à, je crois que c'est handled open, et puis close. Et donc il y a tout un cycle de vie de la connexion qui se fait comme ça, avec la capacité, pour autant, si jamais vous êtes sur une page et qu'elle est en train de charger, mais que vous scrollez et que du coup les objets qui étaient dans la page n'ont plus velléité à être affichés dans le browser, eh bien ce qu'il va faire, c'est qu'il va annuler la requête qui était faite sur les objets qui n'étaient pas encore réceptionnés. Et pour ça, il y a un flag en fait qui s'appelle le reset stream, qui permet de dire oublie ce truc-là, j'en ai plus besoin. Et donc le reset stream va aller clôturer le stream. Mais du coup, la conséquence que ça a eu, c'est qu'en fait, tu peux envoyer pas mal de requêtes pour ensuite venir mettre un reset stream. Et vous allez me dire, bah ouais, mais en fait, quelque part, il devrait y avoir des protections par rapport au nombre maximum de streams concurrents, et il y en a. Mais dans la spec, c'est spécifié que le nombre max de streams concurrents est en fait arbitré entre les flux ouverts et les flux handled, mais pas les closed. Et donc là, ce que permet cet exploit-là, c'est en fait de générer un paquet de connexions dans une seule connexion TCP. Donc il y en a un paquet qui rentre, et à un moment donné, de venir dire, bah tiens, je te reset celui-là, et du coup en fait de venir forcer un flux, une sorte de gros firehose de requêtes, et de venir forcer l'état pour venir le close, et du coup en fait on trigger jamais le critère du nombre maximum de concurrence. Et ça donne des attaques d'une volumétrie mais démesurée. En fait, ce qu'a mesuré Cloudflare là, c'est 200 millions de requêtes par seconde, et ils l'ont mesuré à partir d'un botnet de 20 000 hosts. Ce qui est un petit botnet, parce que tu as des botnets de millions de machines. Et là, ils se sont dit, en fait, c'est démesurer la capacité d'attaque et d'amplification que ça peut représenter au regard des moyens mis en œuvre, quoi. Donc Cloudflare a pris 200 millions de requêtes par seconde, Google à peu près 400 millions. Et là, on se dit, ouais, ok, bon, très bien. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que HAProxy n'était pas sujet à l'attaque, et Sozu non plus. Vous allez me dire, oh, Sozu non plus, c'est bien. Oui, parce qu'en fait, HTTP2 est en train d'arriver dans Sozu. On a open sourcé la librairie qui permet de faire le HTTP2 vers HTTP1 et inversement, ou 1 vers 1 et 2 vers 2. Et on est en train de finaliser l'intégration. Donc on a HTTP2 qui fonctionne dans Sozu aujourd'hui, mais c'est pas encore releasé là dans la dernière version. Donc on n'était pas éligible à l'attaque sur HTTP2 fortuitement. Voilà, moi j'ai bossé dans le passé sur l'anti-DDoS pas mal, et en fait quand je vois les volumétries que ça permet d'attaquer, en fait on optimise
les performances du web, mais on se rend compte qu'à chaque fois qu'on optimise, on crée des vecteurs d'attaque qui sont potentiellement d'autant plus démesurés. Et là, bon, ça va se mitiger. Hein. Comment a fait Cloudflare, c'est qu'en fait, ils viennent observer du coup le nombre de resets stream qu'il y a dans les échanges pour arbitrer du fait qu'ils soient légitimes ou pas. Ça veut dire que c'est pas le protocole qui ne permet pas ça, c'est l'interprétation du protocole qui va permettre de se défendre ou pas. Après, comme toute stratégie de défense, on est souvent dans ces cas-là et c'est un jeu de chat et la souris. Mais ça devient assez vertigineux, je trouve. Vous avez un truc à partager sur ce sujet-là, éventuellement? J'ai juste envie de dire que je suis content de pas être le genre de personne qui doit gérer ce genre d'attaque en temps réel, parce que ça doit être sacrément challengeant. Ouais, mais ça doit être fun aussi. Hein. 200 millions de requêtes par seconde sur ton serverless, à mon avis, ça fait une belle facture. Je peux pas calculer. Mais ouais, tu fais bien de le rappeler. C'est pour ça que, enfin, ça fait partie de notre discours pour nos clients, c'est de dire que le gérer de l'infrastructure à l'échelle, c'est un métier, c'est pas simple et c'est pas parce qu'on sait installer un cube ou un serveur web ou ce genre de choses qu'on est du coup dans une infrastructure qui est capable de se défendre, qui est capable d'encaisser des choses. Alors certes, c'est peut-être pas tout le monde qui va prendre ces attaques-là. Mais ça peut arriver. Hein. Enfin, en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il vous suffit d'un concurrent qui veuille vous faire de l'ombre. Aujourd'hui, s'acheter un petit botnet pour aller vous déranger, vous gratouiller un petit peu, c'est très accessible. Hein. Et légalement, ça s'appelle des tests de performance sur Internet quand on cherche ce genre de choses. Moi, j'ai un Ubuntu serveur installé à la maison. Je pensais que j'étais un obstacle. Quoi. Je suis déçu. Tu me casses mon rêve. Très bien. Dans le sujet suivant, on a l'arrivée de Encrypted Client Hello qui vient d'arriver dans Mozilla Firefox, qui pousse on va dire la privacy, le fait d'avoir de la confidentialité dans l'échange toujours plus. Et qu'est-ce qu'amène cette technologie? En fait, elle permet, je sais pas si tout le monde sait ça, mais quand vous faites une requête en HTTPS sur un site web, vous avez le nom du site web qui est embarqué dans la négociation TLS. Donc avant d'avoir le flux HTTP, il y a des champs qu'on appelle les SNI qui embarquent le nom du site web et qui du coup fournit de l'information tout au long du chemin de la négociation TLS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fournisseur de service qui est capable de gérer votre TLS peut avoir l'information de quel site web a été requêté derrière ou pas. Donc, je dis pas que c'est un problème en soi pour la plupart des gens, mais ça peut en être un dans des domaines de confidentialité un peu prononcés. Et pour ça, il y a une réponse qui est donc le Encrypted Hello, qui consiste en fait dès la requête DNS à venir récupérer une clé publique qui va permettre de chiffrer le champ, le hostname, le champ host en fait de la requête HTTP, enfin qui va passer du coup dans le champ name du SNI sur le TLS et qui pourra être du coup déchiffré côté serveur derrière, avec du coup une sorte d'offuscation de quel site web est requêté tout au long de la requête jusqu'au serveur final, ce qui du coup augmente encore d'un niveau la confidentialité au travers des échanges et qui évite des situations de man in the middle sur le TLS sur lesquelles légitimement les gens peuvent avoir les droits de gérer le TLS, mais illégitimement pourraient venir observer votre trafic sans en avoir les droits. Donc moi je dis merci Firefox de pousser toujours les choses un peu plus loin. Évidemment, la clé privée qui descend en DNS, ça marche sur ce qu'on appelle le DOH, donc le DNS over HTTP, qui est une évolution du DNS standard, mais qui permet du coup, on voit par ce genre de choses, d'aller plus loin. Et l'ECH, donc l'Encrypted Client Hello, est du coup une extension à TLS qui permet en fait d'implémenter ça. Une réaction à chaud. Bah, tu vois que de toute façon les technologies sont c'est une espèce de course sans fin, c'est-à-dire que à chaque fois que tu mets en place des fonctionnalités pour la vie privée, tu t'aperçois que des gens arrivent à trouver d'autres solutions pour aller requêter des infos, des choses comme ça, où on s'aperçoit qu'il y a encore des infos qui traînent ici ou là.
Donc on passe notre temps à essayer de patcher les infos qui traînent un peu dans tous les sens. Je pense que... Alors c'est le problème d'une certaine manière de ne pas pouvoir repenser les choses avec la privacy at first, parce que tu peux pas dire tiens on va aussi recommencer Internet quoi. Enfin voilà. Mais ouais, Pourquoi il y en a pas? qui essayent, je pense. Mais effectivement, tu t'aperçois que c'est une espèce de course sans fin et qu'il y a toujours un moyen d'aller réidentifier les gens. Et comme tu dis, heureusement qu'il y a Firefox, même si pour le coup, je crois que c'est un travail qui est mené aussi par les autres navigateurs et, voilà, et les gens des navigateurs pour pousser ces sujets-là. Parce qu'en fait, c'est des choses dont pas grand monde a conscience, comme quand on a mis en place les solutions contre le fingerprinting ou ce genre de choses. Là, je pense que la plupart des gens savent pas que en fait, quand tu te connectes sur un site, on peut te suivre à la trace juste en prenant ta résolution, le nom de ta machine, ton processeur, voilà, et faire une espèce d'empreinte avec ça. Et c'est un combat du quotidien et les standards aident à pousser ça. Et des fois, c'est aussi des choses qui sont poussées contre les gouvernements. Et donc, c'est bien qu'on avance sur ces sujets. Ouais, Mathieu et Laetitia, vous avez un avis sur Moi, la j'ai question? une question, si jamais vous avez la réponse. Ça concerne. Du coup, c'est quoi? C'est la requête DNS qui va être. Parce qu'il y a DNS over HTTP dont tu parlais, mais là, c'est encore autre chose. C'est genre lors de la connexion au serveur distant. Donc, en gros, il faut avoir un DNS over HTTPS pour que tout cela, ça marche. Je sais Ouais. pas si vous avez la réponse. Hein. Ouais, si. Ouais, en fait, c'est des choses qui se complètent, mais en fait, ça te permet dès la requête DNS. Donc, en fait, quand tu es allé faire, en fait, donc, alors, le DNS over HTTPS, donc ça veut dire que tu vas établir en fait une liaison HTTPS vers un serveur DNS. Ça, pour le coup, t'as pas besoin d'avoir de secret absolu là-dessus. Tu es en train de joindre un serveur DNS. Par contre, la requête que tu vas faire sur le DNS en question là-dedans va passer dans le tunnel TLS. Donc, la résolution DNS va être offusquée et passe dans le tunnel. Donc, personne ne va pouvoir voir quel lookup t'es allé faire. Alors, encore que, si quelqu'un a les droits d'observer le TLS au milieu, bon, il peut deviner quand même ce que tu as fait. Mais, du coup, quand tu vas faire cette requête DNS, tu vas obtenir en complément de la résolution de nom qui a été faite, les clés qui vont te permettre de chiffrer le champ SNI. D'accord. Et une fois que tu as ça, c'est-à-dire que ton client est capable de chiffrer le host, renvoyer le TLS avec l'extension ECH, et du coup le site web qui interprète ça à la fin, c'est que il doit lui prendre sa clé privée pour déchiffrer le champ en question qui a été fourni, de manière à avoir le lookup qui va te permettre de retrouver quel est le site web que tu voulais réellement avoir, dans les cas où tu as des virtual host names ou ce genre de choses. Très intéressant. Ouais, plutôt ouais. Donc, merci encore une fois, Firefox. Je vous propose de passer à vos avis sur le salon, ce que vous avez pu observer, voir si vous avez eu des choses intéressantes ou pas. Mais je pense que moi, j'ai vu la conférence de Mathieu et j'ai trouvé génial. J'aimerais bien qu'il nous en parle. Sur le serverless en PHP, comment est-ce que ça marche? Et ben avec plaisir. Non. Grosso modo, j'ai parlé de ce que je connais, c'est-à-dire de faire du serverless en PHP, donc spécifique à PHP, et c'est spécifique aujourd'hui à AWS, dans le sens où je travaille sur le projet qui s'appelle Bref, qui est open source et qui permet de faire du serverless sur AWS. Et donc c'était assez intéressant, enfin ça faisait assez plaisir. En général, quand je parle du projet, je montre un peu comment est-ce qu'on l'utilise, et souvent un des retours, je sais pas d'ailleurs, vous avez peut-être aussi celui-là, mais le serverless c'est un peu nébuleux pour plein de monde. Et là, c'était cool pour une fois de se poser et de montrer dans le détail, bon, sur cette techno précisément, comment ça marche, mais d'essayer d'un peu chasser ce côté. C'est sûr que le serverless, il y a eu un gros effet hype, et il y a un gros effet, c'est à la mode, je sais pas si c'est là encore, mais de passer au-delà de ça et d'aller dans le technique, quoi, et d'aller se rendre compte que sous le capot, des fois, c'est pas si compliqué que ça, c'est des technos qui sont des fois un peu complètement standards, bêtes et méchantes, on va dire, et que ça tourne bien. Je me demande s'il y a toujours des gens qui pensent que derrière le serverless, il n'y a pas de serveur. Ça, c'est une bonne question. Je sais Si tu es obligé de le préciser à chaque fois en premier, tu dis non, mais alors les gars, je vous préviens, par contre, il y a toujours un mec qui va raquer des trucs, quoi, tu vois. Mais souvent, moi, j'essaie d'expliquer aussi que, tu vois, typiquement, moi, quand je vais donner l'exemple du serverless, je donne le S3 comme exemple. Pour moi, c'est du stockage serverless, en fait. En fait, moi, je dis souvent que le serverless, je crois que pendant la conférence, tu as dit que c'était une différence de. Comment tu as dit ça de scalabilité, simplicité. Ouais, non, mais je crois que c'était une manière de consommer différemment. Souvent je dis que c'est une manière différente de facturer.
pour moi, le serverless, c'est tu factures à la consommation. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'es plus facturé sur le fait d'avoir une instance, un CPU, une taille. Tu factures à ce que au nombre de requêtes que tu fais, à la ressource que tu utilises, et c'est comment tu rapproches ça. Alors après, c'est justement ça l'enjeu, c'est-à-dire à quel moment le serverless est plus intéressant que d'avoir un hébergement classique, parce que si tu as une charge constante sur ton serverless, tu l'as très bien dit pendant la conf, il y a un moment donné où ça se calcule et où est-ce que tu n'as pas besoin plus d'un pass, d'un IaaS que tu maîtrises, ce genre de choses. Après, chacun trouve ses solutions. Mais effectivement, c'est toujours c'est une manière différente de consommer et d'être facturé. Oui, Et mais après, il y en a une même solution temps, technique différente derrière. oui, c'est vrai. En fait, je pense que c'est techniquement exact ce que tu dis, mais ce qui me fait un peu peur dans ce sujet, c'est que ça déplace le débat beaucoup sur la question des coûts, qui est, je trouve, un sujet qui est très omniprésent quand on parle de serverless, qui dans les faits est très visible dans certains posts sur les réseaux sociaux, et c'est certainement un sujet intéressant, mais je trouve que c'est vraiment 20% du problème, ou allez, 40% du problème, et qu'il y a des aspects techniques super intéressants, mais aussi des aspects humains ou de ce que tu peux faire que tu pouvais peut-être pas avant, ou des questions de simplicité qui sont tout aussi intéressantes, je trouve. Oui, ou de l'accès à la techno. Mais tu vois, il y a aussi un autre truc, je pense, qui participe à ça, c'est que le serverless, c'est un nom que tu mets derrière des technos qui sont, même les fonctions, c'est un nom derrière lequel tu mets des choses qui sont très différentes. C'est-à-dire que la façon dont fonctionne Lambda, ou la façon dont fonctionnent les fonctions chez Cloudflare, par exemple, qui se basent sur un V8 avec de l'isolate, qui est en gros comme on isole les onglets dans Chrome, c'est pas du tout la même chose. Alors que ça porte le même nom, ça sert à la même chose dans la tête des gens. Tu vois, nous, chez nous, on déploie un FAS avec lequel je joue un petit peu en ce moment, j'en ai déjà parlé sur le précédent podcast. Nous, on prend n'importe quel code qui compile Wasm, on l'exécute directement dans le processeur. Tu vois, par exemple, tu parlais du problème du call start. Chez nous, il n'y a pas de call start. Tu démarres ta fonction comme ça, il y a rien, parce qu'en fait, on va directement la pousser. Alors, on a un call start, c'est juste qu'il est Oui, d'accord. Et Le call start, il est en dessous de la milliseconde, si tu insolemment, veux. insolemment rapide, tu vois. On a un D'accord, call oui. start de 1 milliseconde. Bon, Oui, d'accord. T'as déjà essayé de lancer une grosse fonction sur une lambda pour voir combien de parce temps qu'on ça a une peut gestion de démarrer? cache et on peut faire de l'exécution. Et lambda, c'est même pas PHP. les plus lents dans le functional service. Non, Mais globalement, voilà, donc tu as des solutions qui sont très différentes. Et en fait, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'éducation, entre guillemets, des gens sur qu'est-ce que c'est vraiment. Et en fait, on s'arrête beaucoup aux arguments marketing, c'est-à-dire qu'on parle de serverless, on dit que ça va révolutionner, machin, oui, ok, mais en fait, il y a quoi derrière, à quoi ça va servir en vrai? Et ça, tu t'aperçois que les gens en parlent peu, et je trouve que c'est bien que tu fasses des conférences, enfin, qu'il y ait des conférences comme les tiennes où on explique un peu les choses, où on montre, je suis désolé, mais c'est moi qui ai trollé ta conférence en faisant F5 sur l'application. Je pense qu'il y avait pas mal de monde qui essayait. Mais c'était l'objectif, Ouais, c'est ça, très bien. c'est ça. Mais pour Et expliquer, du il y a une coup, démo dans la conf, on voit l'application de démo que j'ai scalée sur l'écran. Donc l'idée c'était que les gens fassent des refresh à fond pour que ça. voilà, tu vois effectivement toutes les fonctions qui se lancent. Et tu vois, ça montre concrètement ce que c'est. Et moi, souvent, quand on m'explique une techno, je dis toujours, mais qu'est-ce qu'il y a concrètement derrière? C'est quoi le serveur? C'est quoi le truc? Enfin, voilà. Et donc, voilà. Si vous voyez des gens passer derrière, parce qu'on a un bagagerie de forum PHP, et du coup, les gens récupèrent leur bagage. Donc, voilà. Et c'est vrai que je trouve que c'est bien parce que tu montrais concrètement ce que c'est. Et en plus, je trouve que le cas de PHP est intéressant parce que tu vois, c'est un langage où tu te dis pas, je vais faire de la fonction avec. Et dans l'imaginaire collectif, PHP c'est WordPress, donc c'est lourd, tu vois, ce qui est assez faux parce que en vrai le langage a beaucoup évolué, on le voit ici, il y a vraiment des choses super intéressantes qui sont autour de PHP, même si ça compile pas Wasm, c'est dommage pour nous. Franchement, c'est le Mais petit voilà. message qu'on peut peut-être envoyer, Ouais, c'est venez voir parce que l'écosystème est très dynamique, ça bouge clairement. beaucoup et c'est très vivant. Hein. Non, et les conférences, on en reparlera peut-être tout à l'heure avec les conférences de Loris d'Arrêt sur Image qui venait parler du journalisme, de la relation du journalisme à l'open source company. Il y a vraiment beaucoup de conférences super intéressantes ici. C'est un salon qui mérite vraiment le coup qu'on vienne Est-ce le qu'on a voir. En une plus, transition là ou est-ce qu'on a fini sur serverless? non, on peut continuer sur serverless. Moi, on peut Non en mais parler pendant je 2 te heures. rejoins un peu, c'est-à-dire que pour nous le serverless, c'est bon, il y a effectivement la méthode de consommation. C'est une stratégie où ça fait 4 ans qu'on est en R&D côté Clever, à la fois en compute, à la fois en storage, mais on arrive à quelque chose qui quand même par rapport au PaaS ou au DB as a service peut se voir dans une pile, tu vois, de services où tu aurais le IaaS, le conteneur, le cube, le PaaS, le DBaaS, et quelque part le serverless, tu vois, qui arrive au-dessus de ça parce que l'abstraction est supplémentaire. Oui, exactement. Normalement, tu as une décorrélation des instantiations physiques, et c'est en ça que c'est peut-être un peu galvaudé comme terme serverless, mais c'est bien parce que tu n'as pas l'aspect contrainte physique, et tu n'as pas des critères de choix que sont le CPU, la RAM, etc. C'est des choses qui ne
t'importe pas quand tu exprimes juste un besoin métier que ça tourne en abstraction totale et que tu fais confiance au provider pour bien l'implémenter, quoi. Ouais. Je vous propose qu'on aille sur le talk sur le journalisme, du coup. Oui, on peut en parler Ça avait l'air intéressant. rapidement. Ouais, on peut en parler rapidement, mais les gens attendent pour récupérer leur bagage, donc il faut Mais faire ça vite. ils attendent combien de temps? Bah, ils attendent, il y a toute la salle qui Ils sont attend là là. pour rentrer. Ok, il va falloir qu'on arrête. Mais Attends, je effectivement, pose la question. Bon. et donc oui, donc la conférence sur le journalisme, oui, c'était Loris d'Arrêt sur Image qui est venu nous parler de la relation du journalisme à l'open source, et c'était assez intéressant parce qu'effectivement, ça montre la manière dont est perçue la tech. Quand on est dans la tech au quotidien, on se rend pas forcément compte de la manière dont c'est perçu à l'extérieur, ou alors on voit qu'effectivement, quand on parle de tech dans les grands médias ou du média généraliste de manière générale, euh, on en parle à travers des anecdotes. C'est-à-dire que moi, je raconte souvent qu'en 20 ans de journalisme chez Next Impact, j'ai été interrogé une fois sur TF1, c'est le jour où on a dit que il y avait une page, il y avait un script YouTube sur le site des impôts, et c'est la seule fois où ce qu'on disait intéressait des gens, ou alors, tu vois, même alors qu'on a sorti des affaires comme la TVA presse de SFR, ou les contrats Open Bar, qui ont été repris par des médias comme Le Monde, des genres de choses, mais voilà, c'est assez anecdotique. Et le traitement de l'open source spécifiquement dans la tech, c'est encore pire, c'est qu'on en parle assez peu. On n'explique pas que l'open source est partout et que sans l'open source, il n'y aurait pas d'IA, il n'y aurait pas de web, il n'y aurait pas tout ce qu'on fait au quotidien. Et c'est quelque chose qu'on maltraite, et on traite ça de manière par des angles. Tu vois, il donnait l'exemple de, en fait, quand on a parlé de la tech, et c'était quand il y avait l'histoire de Main Master dans les branchites, quoi. Donc, il faut en parler, c'est intéressant, mais est-ce que c'est ça, à ça que se résume le numérique? Je pense pas. Et c'est intéressant qu'un journaliste critique des médias vienne parler de ça dans le PHP, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la salle était comble. Laetitia, je crois que tu as assisté, du coup, Oui. à ce talk. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ça m'a mis en colère. Mais moi, je suis facilement en colère, mais j'ai pas. Enfin, en gros, moi, ce que j'ai compris, c'est si on veut que les journalistes s'intéressent à l'open source, il faut leur fournir des sujets qui vont les intéresser, comme le burn-out dans la tech, les femmes dans la tech. Et moi, je connais particulièrement le sujet des femmes dans la tech parce que j'ai, je sais pas combien de demandes d'interview la semaine du 8 mars, parce que c'est la journée des droits des femmes, et c'est ce jour-là qui se rappelle qu'il y a des femmes et qu'on n'est pas encore à l'égalité, et que j'en ai marre de faire des interviews où j'explique que oui, je suis une femme, mais c'est pas grave, non, j'ai pas de message pour les petites filles, j'ai des messages pour les enfants peut-être, mais pas pour les petites filles en particulier, et que j'aimerais qu'on parle de ce que je fais et pas du fait que je suis née fille et que je m'identifie femme, et que ça j'y suis pour rien. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai un petit peu travaillé pour, et j'aimerais plus qu'on parle de ça et de tout ce que l'open source a à offrir au monde, parce qu'on quand même on développe pour ça va être des grands mots, mais on développe quelque chose qu'on offre gratuitement à l'humanité, et j'aimerais bien qu'on parle plus de ça et de tout ce qui est le côté gouvernance par l'anarchie, enfin tout ce genre de choses qui fonctionne extrêmement bien, qui fait des produits de qualité, de bien meilleure qualité que le closed source. J'aimerais bien qu'on s'empare de ces sujets-là, que les journalistes s'y intéressent, mais a priori ça n'arrivera pas. Oui, puisque ce que disait Laurie, c'est aussi que tu avais un côté où on a tendance à inviter tu vois, il a donné l'exemple d'Affordance qui disait qu'il était identifié comme informaticien de service et qu'on venait lui parler de tout sauf de ses domaines de compétences dans le domaine du numérique, mais parce qu'en fait, dès qu'il fallait parler d'un truc d'informatique, c'est lui qu'on appelait. Et tu le vois sur plein de sujets où c'est comme ça. On a tous connu, dès qu'on dit qu'on est ingénieur en informatique, on a toutes les consoles du quartier à réparer, toutes les imprimantes du quartier à réparer. Enfin, c'est même pas que dans le journalisme. Oui, et ça fonctionne de la même manière. Et c'est assez. Mais est-ce que c'est est-ce que c'est cantonné à l'IT? Parce que moi j'ai l'impression que quand il y a une couverture sur l'agro, c'est pareil, c'est très approximatif, et les gens qui bossent dans le domaine sont hallucinés. Si c'est dans l'automobile, c'est pareil. Et bon, dans l'automobile, je pense que c'est pareil, tu vois, le gars il récupère, ou les personnes.
J'ai mes par biais les sur, voitures du quartier. j'ai mes biais sur le sujet, mais globalement, moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est facile de dire que c'est la faute de la presse ou des journalistes. Je pense que ça vient du système tel qu'il est d'un point de vue médiatique. C'est-à-dire, on a des journalistes qui sont, pour la plupart, ça reste un travail précaire, qui est dans des conditions qui sont problématiques, d'un secteur qui a un modèle économique qui est difficile, où voilà, c'est compliqué. Et on peut expliquer tout le temps que c'est de la faute au journalisme, mais il faut aussi se remettre en question en tant que lecteur, consommateur, citoyen. Moi, j'ai passé 20 ans à expliquer aux gens qu'il fallait financer des médias indépendants. C'était compliqué. On a fini par. Moi, j'ai fini par arrêter parce qu'au bout de 20 ans, j'avais envie de faire autre chose. Et j'espère que d'autres reprendront le flambeau. Mais c'est ce que j'expliquais beaucoup. Moi, j'allais beaucoup dans les milieux libristes et quand je disais aux libristes, aux gens qui soutenaient le logiciel libre, mais en fait, vous lisez Next Impact, vous êtes abonné. Il y en a beaucoup qui me disaient non, non, moi j'utilise AdBlock, on se partage des articles et parce que c'est leur culture d'une certaine manière. Mais à la fois, on te reproche de pas aller voir l'open source et à la fois, on s'arrange pas pour que les journalistes qui s'y intéressent soient financés. Donc, il y a une rencontre à refaire qui n'existe pas et qu'il faut remettre en place. Je pense qu'il faut qu'on y aille. Ok, très bien. Mais c'est un point intéressant, je trouve, et effectivement, ça En pose tout la cas, je trouve ça question intéressant de la dans remise une, en question. voilà. Et je trouve ça intéressant dans une conférence tech qu'on ait ce sujet, qu'il y ait des gens voilà. Et je pense que plus on fera ça, et mieux c'est. Ouais, alors moi j'ai un avis, peut-être que ça va un peu avec l'avis de Laetitia, mais qui est que je trouve qu'à un moment donné, les confs tech deviennent de moins en moins tech, et que... Enfin, c'était une conf sur l'ensemble, quoi. C'était pas. Alors, oui, je parle pas d'ici spécialement, mais je parle dans l'ensemble, il y a beaucoup de conférences où je trouve plus l'essence de la tech. Il y a beaucoup de talks qui peuvent être très légers, genre du Hello World Pattern, tu vois, enfin, avec des gens qui n'ont pas forcément l'expérience du truc, qui te... Bah déjà, enfin, on va être honnête, la plupart des CFP, un CFP, c'est un call for paper. Tu vois, normalement, t'as fait un travail et tu viens présenter ce travail. Aujourd'hui, les conférences ne marchent pas comme ça. T'as des gens qui se mettent des titres et qui, quand ils sont pris, vont aller bosser sur le truc. Donc Ah non, mais déjà, c'est ça comme ça qu'il inverse. faut faire en fait. Hein. C'est comme Oui, ça mais qu'il faut. ça inverse. Ça, c'est le Ça inverse. fonctionnement normal. Ben oui et non. En fait, ça inverse la valeur des choses. C'est-à-dire que tu travailles pour la conférence plutôt que d'aller en conférence présenter un vrai travail que tu as fait. Et je trouve que c'est dommage et qu'on perd en essence et ça converge beaucoup plus vers des talks de démonstration, des talks un peu légers et avec moins de fond, moins de concret, moins d'applicabilité à des problèmes réels. Et ça, je le regrette un petit peu. Mon avis. Et en vrai, je pense que c'est un équilibre qu'il faut trouver. Je pense que c'est bien qu'il y ait d'autres sujets que de la tech dans des conférences. Mais effectivement, faut garder un bon niveau des conférences. Faut que ça reste intéressant pour les gens tech. Je pense qu'il faut pas non plus que ce soit trop élitiste pour éviter qu'un public qui débute soit voilà. Mais c'est un équilibre à trouver. Je pense qu'il est pas simple pour les gens qui organisent des conférences. Que Non, des fois, enfin, voilà. Mais en vrai, je pense que c'est des réflexions qui sont intéressantes, qui sont aussi dans dans les comités de sélection des CFP. Et je pense que le principal, c'est toujours de finir par en parler avec les comités, les organisateurs, les sponsors. Enfin, voilà, il y a un équilibre à trouver et ça avance. Donc pour clôturer, Mathieu, on retrouvera ton talk sur sans doute la chaîne, les chaînes vidéo, je ne sais pas où ce sera, mais tu auras ton talk sur bref.sh, mais vous pouvez aller voir le site web par vous-même. Talk très intéressant. Et Laetitia, tu as présenté un sujet sur les index qui sera également en vidéo et vous aurez donc l'explication de pourquoi Laetitia porte cet accoutrement. Là, vous me retrouvez sur Twitter. On n'en dira pas plus. Sur ce, nous vous remercions beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Nous vous retrouvons dans un prochain épisode très rapidement. À bientôt et nous vous quittons sur un épisode musical. Est-ce que quelqu'un a une musique à partager ou pas? On l'a pas préparé, en vrai, on est un peu à l'arrache. Sinon, je vous propose de découvrir la reprise de The Sound of Silence de Disturbed, qui est vraiment très sympa. C'est une valeur sûre, il n'y a pas d'ambition particulière, juste que je l'ai écouté hier, je me suis dit à quel point, ah ouais, c'est vrai qu'elle est bien. À bientôt. Ah, attendez. Mathieu et Laetitia, où est-ce qu'on vous retrouve? Sur les réseaux ou pour les gens qui veulent vous suivre?
Vas-y, Laetitia. Moi, je suis sur Twitter, Fastodon, Blue Sky, LinkedIn. J'ai la chance d'avoir un nom extrêmement rare, une Laetitia Avro. Il y en a qu'une au monde, et je pense que de toute façon le monde n'est pas prêt pour en avoir une deuxième. Et j'ai aussi mon blog MyDBA Notebook sur lequel il y a toute ma tournée, puisque je suis en tournée permanente. Je donnerai une conférence en ligne la semaine prochaine, le 19, sur le mentoring de speaker. Je donne une autre conférence le 3 novembre à Craft où je parlerai de l'anarchie de la gouvernance de Postgres, et je parlerai à Cloud Expo Paris le 15 novembre. Et surtout, je parlerai à Prague, PGConf.eu, entre le 12 et le 15 décembre, où je donnerai 2 talks. Un talk extrêmement technique où j'expliquerai comment j'ai résolu plus de la moitié des challenges de Advent of Code en SQL. Et un talk Barbie, où j'expliquerai ce que c'est que d'être une femme dans l'IT, et que c'est à peu près le même sentiment que d'être Barbie dans la Casa Mojo Dojo House of Ken. Donc un agenda bien rempli. Donc en gros, vous ne pouvez pas rater Laetitia, ou alors vous faites exprès. Et toi, Mathieu? De mon côté, sur Twitter, Mathieu Napoli, je suis sur Mastodon aussi, Blue Sky, tout ça, LinkedIn. Et si vous voulez en savoir plus sur le projet, comme tu l'as dit, c'est bref.sh. Très bien. Et David? Sur DavelGD sur Twitter. Voilà. Et moi, @Guinisdu. On vous laisse avec Disturbed, The Sound of Silence. À bientôt. Bientôt. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe